Ok, super. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci de m'inviter pour cette session où nous allons voir comment simplifier notre code pour retrouver le métier, et ça avec les objets calisthéniques. Hop. On va commencer tout de suite avec le pourquoi. Notre métier implique de travailler avec de la complexité. Elle est inhérente à nos solutions logicielles. Donc on va veiller à travailler au mieux avec, et ça passe par essayer de la comprendre. On peut en distinguer de trois types. D'abord, la complexité essentielle. C'est le problème que l'on cherche à résoudre avec notre solution. C'est notre complexité métier. Sans elle, on n'a pas vraiment de projet, pas vraiment de produit. Du coup, on l'aime bien. On l'aime même beaucoup. On va se familiariser, voire la simplifier. Ensuite, la complexité obligatoire. Là, ça représente les outils qu'on va utiliser pour mettre en place notre solution. Donc, c'est notre complexité technique. Ça peut être des librairies ou des frameworks. Pour la limiter, on va veiller à maîtriser au mieux ces outils, tout simplement. Et puis, il y a la complexité accidentelle. Alors, celle-là, on aimerait qu'elle n'existe pas. C'est un peu la complexité qu'on s'inflige. C'est la complexité qui va rendre les évolutions pénibles, gâcher nos journées de dev, ralentir le delivery. Pour la limiter, un moyen, ça pourrait être de s'accorder sur des principes fondamentaux plutôt éprouvés. Par exemple, la programmation orientée objet et les autres concepts qui l'entourent. Et c'est de ça dont je vais vous parler à travers les objets calisthéniques. Donc, les objets calisthéniques, c'est un essai de Jeff Bay qui a été publié dans cette anthologie en 2008. Dedans, Jeff Bay fait le constat que la programmation orientée objet a plusieurs bienfaits. Lisibilité, modularité, maintenabilité, entre autres. Mais on n'en profiterait pas vraiment. Son hypothèse est qu'on serait trop ancré dans nos habitudes procédurales. Et de fait, ce n'est pas parce qu'on travaille avec Java ou C#, donc des langages plutôt orientés objet, qu'on fait de l'orienté objet. Ça doit relever d'une intention, d'une manière de concevoir. Et donc, pour nous aider à changer nos habitudes, Jeff Bay propose 9 règles pour revoir notre manière de concevoir et veiller à ce qu'on soit plus orienté objet, et je dirais même plus orienté métier. Alors, les objets calisthéniques peuvent avoir cette réputation d'être un cadre strict, peut-être trop rigide. Dans son écrit, Jeff Bay il parle de conseils. Pour ma part, je les vois comme des sources d'inspiration dans mes phases de refacto. Tout ça pour dire qu'il n'y a rien de dogmatique. C'est à nous de peser le pour et le contre de ces règles selon notre contexte, selon l'équipe, selon le projet, mais surtout selon le problème qu'on est en train de résoudre. Petit aparté sur l'encapsulation, un concept clé de la programmation orientée objet. Pour l'illustrer, j'aime bien prendre l'image d'un distributeur de boissons. Au travail, mon petit péché mignon, moi, c'est le chocolat chaud. Donc à la machine, je vais taper le code de la boisson, mettre de l'argent si nécessaire, ça dépend des machines. C'est l'API qui me permet d'accéder à ce que je cherche. Et ensuite, la machine va faire son travail et me livrer ma boisson prête à déguster. Elle encapsule son process. Le contraire, ça serait qu'elle me donne les ingrédients, donc la poudre de cacao, le sucre, le lait, et à moi de me débrouiller pour me préparer ma boisson. Ce serait assez anarchique et loin du concept de distributeur de boissons. Donc non, la machine va encapsuler son process, elle connaît sa logique. Ce n'est pas mon affaire. Donc c'est elle qui connaît les ingrédients, leur marque, leur dosage, etc. C'est sa logique métier, sa responsabilité. Ce qu'ils envoient quelques concepts et acronymes, comme la SRP, donc le principe de responsabilité unique, qu'on va veiller à respecter pour plus de clarté, moins d'anarchie. Dry, don't repeat yourself. Ne nous répétons pas. Adage à prendre avec des pincettes. On peut se répéter dans notre code une fois, deux fois, mais à un moment donné, on va se poser la question de la pertinence de cette répétition. On va se demander si ce code dupliqué ne répond pas à une même responsabilité. Premier cas de figure. Modifier un de ces bouts de code, dupliquer et modifier l'autre, n'implique pas forcément de modifier l'autre. C'est que non, ça ne répond pas à la même responsabilité. Donc on va garder la répétition
pour ne pas se retrouver avec un mauvais couplage et rendre les évolutions difficiles. Deuxième cas de figure, modifier l'un implique de modifier l'autre. Ces éléments dupliqués évoluent ensemble. Alors on les encapsule pour justement faciliter les évolutions et éviter qu'elles soient éparpillées à gauche à droite. La loi de Demeter et le tell don't ask sont deux principes de connaissance minimale que je vais illustrer par la suite. Et avec ces concepts, on va respecter l'encapsulation. Ça va nous permettre de travailler avec des modèles riches. Le contraire des modèles riches, ce sont les modèles anémiques, des modèles qui ne contrôlent pas vraiment leurs données. Le comportement est éparpillé un peu partout et c'est très difficile à maintenir. C'est notre distributeur de boissons qui distribue les ingrédients plutôt que la boisson. Donc là, on va passer aux exercices en appliquant les règles de Jeff Bay. Et on commence par garder toutes les entités petites. Par entité, Jeff Bay entend les classes, les packages. Ces éléments doivent remplir un seul but et être cohésifs. Donc, par exemple, pour le cas d'une classe, en général, s'il faut scroller, c'est mauvais signe. On va voir que les autres exercices vont nous pousser à affiner nos classes et ainsi éviter les go de classe qui font beaucoup trop de choses. Un seul niveau d'indentation par méthode. Une méthode avec tout plein d'indentations, c'est très vite le désordre, difficile de se retrouver. Ça donne un petit effet de labyrinthe. Et il y a probablement un problème de responsabilité. Cette règle va bien avec pas de mots-clés else, qui rajoute des chemins dans ce labyrinthe. Premier exemple, je vous raconte rapidement ce qui se passe dans ce bout de code. On va envoyer un email et vérifier les données qui passent en entrée. Et c'est très imbriqué. Ça peut paraître un peu caricatural, mais ça arrive, on commence par un petit if, un petit else, et hop, 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 on se retrouve avec ce type de code difficile à lire. On aplatit tout ça. Alors, il y a moins d'indentation, mais c'est toujours assez complexe. Point intéressant quand même, on fail fast. Les cas d'erreur sont en premier, et du coup, c'est un chouïa plus clair, mais on peut mieux faire. On enlève les else, et pour ce faire, en tant qu'à faire, on a extrait des méthodes avec des noms explicites qui permettent de comprendre ce qui se passe rapidement. Et dans nos méthodes, on retrouve nos if, mais sans nos else, puisqu'on n'en a pas besoin. Ah, pas plus de 2 variables par classe. Alors cette règle-là, elle est un peu spéciale. L'idée derrière, c'est de veiller à ce que nos classes soient bien cohérentes et répondent à un seul but. C'est un peu comme organiser son frigo. On ne va pas mettre dans le même Tupperware de la soupe et un morceau de gâteau. On va les ranger tous les deux dans notre frigo, mais séparément. Et bien, on va faire pareil avec nos classes, les ranger de manière cohérente et logique. Exemple ici avec une classe personne, elle a un prénom, un nom, une rue, une ville. On a un indice, il y a des attributs qui font sens ensemble, qui vont sûrement être utilisés ensemble. Alors on crée des classes qui vont bien, en l'occurrence, nom et adresse. Avec cet exemple, je triche un petit peu. Et de fait, j'ai vraiment du mal à trouver une manière d'illustrer cette règle qui est presque impossible. Parce que voilà, par exemple, adresse, il y a sûrement plus d'informations que rue et ville, clairement. Mais cette règle, elle est quand même hyper intéressante. C'est une invitation à affiner nos classes. Et si derrière la nouvelle classe, il y a 3 ou 4 attributs, ce n'est pas grave, évidemment, tant qu'on reste cohérent. Nous sommes pragmatiques. Donc pas plus de 2 variables, ça s'applique aussi aux paramètres d'une méthode. Donc ici, on retrouve notre envoi d'email. On a un corps, un sujet, les adresses email du destinataire, de l'expéditeur. Tout ça, ça fait un ensemble cohérent. Ça fait un email. Alors on crée notre classe email. Et ça nous permet de déplacer la logique de validation dans ce nouvel objet. On se rapproche petit à petit de l'orienté objet. Emballons toutes les primitives et les strings. Il s'agit de typer fortement nos données. C'est un peu comme les étiqueter, leur donner une identité. Ça va nous permettre d'exprimer l'attention et de signaler que telle donnée doit être traitée d'une certaine manière. On centralise le comportement. On retrouve notre classe email qui n'a que des strings en attribut. On a un petit indice aussi dans email adresse qui se répète. Il y a peut-être une classe qui pourrait naître. Et hop, on type tout ça. Et là, on déplace encore la validation dans une logique toujours plus orientée objet. Maintenant, cette validation, elle est au plus proche de la donnée qui la concerne. Pas besoin de dupliquer ce comportement, il est là où il fait le plus sens.
on ne pourra pas créer d'adresse email invalide dans notre domaine. Je reviendrai sur le terme domaine par la suite. Un seul point par ligne. Imaginons une classe A qui a besoin de quelque chose qui s'appelle mon précieux. Et pour ce faire, pour la récupérer, la classe A appelle la classe B, qui appelle la classe C, qui appelle la classe D, qui a vraiment l'information mon précieux. Et en faisant tout ça, on passe par des getters. C'est trop d'informations. On ne devrait pas exposer ainsi la structure et les intermédiaires qui permettent à A de récupérer l'information qui l'intéresse. Il y a une expression qui dit « ne parlez pas aux inconnus », uniquement à vos amis ou à vos voisins directs. C'est la loi de Déméter. Respecter cette loi, c'est faciliter les évolutions, les changements seront moins lourds, moins dispersés. Cette règle va bien avec pas de getter, pas de setter, pas de properties. Les points à éviter en particulier, ce sont les getters. Ces getters qui vont fouiller dans les entrailles des classes et les rendre dépendantes les unes des autres. Ici, c'est pour en plus utiliser des setters qui vont modifier ces classes. Vraiment là, c'est à éviter, surtout au niveau du domaine. Il y a une autre expression qui dit « tell, don't ask ». Raconter ce que l'on veut, ce que l'on cherche, plutôt que de demander les données pour les traiter nous-mêmes, alors que ce n'est pas notre responsabilité. Je vous propose un autre exemple pour illustrer ça. Ici, on récupère un vétérinaire, et puis les propriétaires d'animaux de compagnie, et puis les animaux de compagnie, et puis leur espèce. On expose vraiment les relations. On refactor, et là, plutôt que de demander avec des get, on raconte ce que l'on cherche. Ici, en l'occurrence, c'est récupérer les espèces d'animaux de compagnie liées à un vétérinaire. Et dans la classe vet, on parcourt cette liste pour récupérer directement ce qui nous intéresse. Et on peut imaginer que les relations entre les classes peuvent changer. Ça sera beaucoup plus facile à modifier et aussi transparent pour les clients qui consomment cette méthode. Emballons les collections. C'est exactement le même principe que d'emballer les primitives et les strings. Mais comme le préfixe JFB, c'est intéressant d'avoir une règle bien spécifique. Et il parle de first class collection. On y retrouve les mêmes bénéfices que d'emballer les primitives, c'est-à-dire créer un lieu pour y définir le comportement et faire ressortir le sens métier. Ici, en image, on a plusieurs livres, une collection de livres. En bon français, on parlait plutôt d'une bibliothèque, compte tenu du contexte. Entre notre classe VET qui contient une liste de propriétaires d'animaux. Et là, on crée notre first class collection. On fait ressortir le terme clientèle. Et via elle, on raconte ce que l'on cherche. Et dans notre first class collection, on va gérer notre liste. C'est facile à réutiliser et aussi facile à changer. Moi, ça m'est souvent arrivé, je commence à travailler avec une collection, je dis que c'est une liste, finalement, ah non, c'est un set, ah non, ça devrait être une map. Modifier ça à travers toute la code base, c'est très lourd. Le faire avec une first class collection, c'est léger. N'abrégeons pas. Abréger, c'est souvent manquer de clarté. Donc, que ça soit nos variables, nos méthodes, nos classes, on va veiller à bien les nommer, c'est important. Donc, j'avais une classe vet, qu'est-ce que c'est? Vétérinaire, vétéran. C'est vétérinaire, donc on la nomme de toute classe. Donc là, on a joué avec les 9 règles qui devraient nous avoir aidé à gagner en simplicité. Mais en complément de ces règles, il y a des prérequis et des aides pour vraiment travailler et atteindre cette simplicité. Au niveau de la complicité essentielle, un prérequis est de dialoguer avec le métier. C'est ce qui va nous inspirer dans le nommage adéquat de nos classes et dans leur structuration. Plutôt, je vous ai parlé du domaine. Le domaine, c'est cette partie centrale où on va retrouver notre complicité essentielle, c'est-à-dire le vocabulaire et les enjeux métiers. Et au niveau du domaine, toutes ces règles d'objet calisthénique, sans exception, je trouve, peuvent s'appliquer vraiment de manière efficace et pertinente. Pour gérer la complicité obligatoire, une aide, ça peut être de séparer les responsabilités. On va isoler notre complicité métier, donc le domaine, de notre complexité obligatoire avec ce qu'on appelle l'infra. Ça nous amène au concept d'architecture hexagonale ou de clean architecture, par exemple. Et quand on est en dehors du domaine, donc dans l'infra, il y a certaines de ces règles qui font moins sens. Côté infra, je ne vais pas encapsuler mes primitives et mes strings. Côté infra, je vais utiliser des getters et des setters, par exemple pour manipuler un DAO et accéder à ma base de données. Et puis après, il y a d'autres règles comme pas de mots-clés else, pas d'abréviation, donc bien nommé. Là, peu importe où je les applique, c'est sans frontières.
Donc avec ces règles, on a cherché intentionnellement à réduire notre complexité accidentelle. On devrait avoir gagné une meilleure compréhension collective grâce à des principes de conception partagés. Cependant, il y a des petits travers qui peuvent nous amener à continuer à entretenir cette complexité accidentelle. Donc je vous propose un nouvel exemple pour illustrer une sorte de mantra à garder en tête quand on joue avec ces règles. Il s'agit d'isoler le métier des détails techniques. Donc dans notre domaine, on devrait modéliser notre métier sans s'encombrer des représentations qui ne concernent pas ce domaine. Par exemple, la base de données ou les API externes qu'on consomme. On s'en libère. Exemple ici avec une notion de paiement. On a bien encapsulé nos primitives et nos strings. Mais il s'avère qu'on reste sur une représentation liée à la base de données. Selon le moyen de paiement, on n'a pas forcément besoin du numéro de carte ou de l'IBAN. Voici une méthode liée à cette classe paiement. On trouve quelques règles appliquées ici. Donc, un seul niveau d'indentation, pas de mot-clé else. On respecte même le tell don't ask. Mais cette méthode, elle fait trop de choses. C'est une méthode assez généraliste avec beaucoup de if pour considérer tous les moyens de paiement. Et on peut aussi imaginer une méthode plus spécifique dédiée à un seul moyen de paiement. Et là, on se retrouvera avec du code bien défensif. C'est une certaine complexité accidentelle dont on peut se passer. Alors, on va simplifier ça. On refactor en créant des classes dédiées à chaque moyen de paiement. Et maintenant, dans chacune de ces classes, on retrouve la méthode qui lui correspond. Et on pourrait avoir une méthode aussi pertinente pour toutes les classes, et ça nous permettrait de jouer avec le polymorphisme. Et ici, on retrouve la fameuse règle presque impossible de pas plus de 2 variables par classe. Évidemment, encore une fois, ça pourrait être 3, 4, peu importe. Ce qui est important et très intéressant ici, c'est qu'on a affiné nos classes pour qu'elles soient plus en phase avec le métier. On facilite ainsi la compréhension de ce métier et ses évolutions. Si je modifie carte paiement, je ne devrais pas craindre des effets de bord sur les autres moyens de paiement. Petit avant-après, avec notre premier exemple, on avait un service très procédural pour cet envoi d'email. Et on se retrouve avec une classe qui est plus chef d'orchestre. On a clairement gagné en lisibilité et en modularité, puisque la logique, là, elle se retrouve dans des classes objets facilement réutilisables. C'est simple, très simple. Ça paraît même peut-être trop simple. Mais c'est vraiment une simplicité accessible. Moi, j'ai travaillé sur des projets où justement on avait des classes services qu'on appelait plutôt use case, avec une méthode publique, ça correspondait à une responsabilité, et c'était très facile à comprendre, très facile à faire évoluer et à maintenir. Très bonne expérience développeur aussi. La calisthanie, c'est un terme qui vient du sport. Ça peut se définir comme un ensemble d'exercices visant à l'amélioration des capacités. C'est l'objectif de Jeff Bay à travers ces exercices. Et justement, à travers ces exercices, nous avons touché plusieurs concepts dits clean code. En voici quelques-uns que je vous invite à creuser pour aller plus loin. Il s'avère que Jeff Bay a numéroté ces règles, donc les voici dans l'ordre qu'il a proposé, et je les ai associées à des concepts qui vont bien selon moi. C'est mon interprétation. Et vous pourrez retrouver cette liste dans les ressources par la suite. Mais un concept clé à garder en tête, je trouve, et dont tous les autres découlent, c'est de veiller à exprimer le métier, l'attention. Mais à l'heure où les outils IA génèrent le code pour nous, est-ce que ça vaut encore la peine de jouer avec ces règles et ce type de concept? Petit disclaimer, ma réponse, elle relève plus d'une hypothèse que d'une longue expérience, bien sûr. Et je réponds oui, tout à fait. Alors, d'une part, notre code, il s'autodocumente, puisqu'il exprime le métier. Et il y a comme premier contexte un code expressif et cohésif, avec des petites classes qui racontent leurs possibilités et leurs limites, de manière assez claire normalement. Et d'autre part, on a des règles presque toutes faites, toutes prêtes, pour cadrer cette IA. Avant, j'utilisais les règles d'objet calisthénique comme inspiration dans mes phases de refactor. Maintenant, de plus en plus, je l'utilise pour mes rules, pour mes instructions. Hier, pendant la keynote, Philippe il nous a parlé de résister face au travers de l'IA. Et un moyen qu'il a proposé, c'est le rempart déterministe. On est en plein dedans avec ces règles.
Alors, si au moins une de ces règles vous a parlé, je vous invite à jouer avec. Sur un projet existant, ciblez plutôt les zones sensibles. Par exemple, pour encapsuler les primitives, on va se focaliser sur les identifiants, qui ont sûrement des règles métiers à centraliser et qu'on n'a clairement pas envie d'inverser, de se tromper. On va gagner en clarté et robustesse. Et sur un nouveau projet, alors là, nos limites, allez-y à fond les ballons. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne me suis pas encore présentée, je m'appelle Jacqueline Franindo et je suis software engineer chez AXA. Et voici 2 QR codes, donc d'un côté du feedback, c'est très important, s'il vous plaît, et d'un autre des ressources où vous pourrez retrouver des lectures, des conférences, aussi un exemple d'instruction IA avec les objets calisthéniques et la liste que je vous ai montrée plus tôt. Voilà, je pense que je peux... Je ne sais pas s'il y a le temps pour les questions, je ne pense pas. Oui, il y a le temps pour les questions. Il y a le temps? Ah, ok, bon, allez-y. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, voilà. Bonjour, merci pour cette conférence très intéressante. Merci. Je vois très bien l'utilité d'encapsuler tous les primitifs dans des objets qui contiennent d'autres objets, etc. En termes de lisibilité, en Java, c'est fantastique. Par contre, dès qu'on passe dans une API REST et qu'on sort ça en JSON, on se retrouve après avec des imbrications qui ne sont pas forcément lisibles. Alors, est-ce qu'il y a une préconisation? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut garder la complexité de cette imbrication ou au contraire tout aplatir? Alors, je vais revenir sur une de mes slides. Là, ce que j'ai essayé de dire, c'est que ces règles, comme encapsuler les primitives, je vais vraiment les faire dans mon domaine. Donc, ça nous ramène au concept de clean archi, architecture hexagonale. Là, je vais faire utiliser encapsuler mes primitives. Par contre, quand je suis en dehors, et du coup, quand je vais mapper mon modèle du domaine vers un DTO, là, non, là, j'aplatis tout. Parce que là, c'est mon métier, ça ne concerne pas ceux qui vont me consommer. Ça répond à votre question? Oui, ok, parfait. Parfait. Du coup, on va s'arrêter là parce qu'il n'y a pas trop le temps finalement. Et n'oubliez pas les feedbacks. Et n'hésitez pas à aller voir Jacqueline en Ah oui, dehors. aussi, Hein, n'hésitez pas à venir me poser vos questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup.